parlé tantôt d'assiette énergétique. Comment ce qu'on mangeait aussi. Il y en a qui pensent que c'est des soucoupes. Peut-être dans le passé. Des assiettes. Ouais. Mais justement, qu'est-ce qui a amené l'humain jusqu'à aujourd'hui comme assiette énergétique? Est-ce que ça a existé dans le passé, les assiettes énergétiques? Oui. Comment ça s'est établi? Pourquoi quelque chose qui était... Bon, connais-tu une construction assez énorme qui ressemble à une soucoupe volante? Ça ressemble à une soucoupe volante. Assez énorme. Mais celle qui me vient, c'est une pyramide, mais c'est pas... Ça ressemble à une soucoupe volante? Non, mais... Qui ressemble à une soucoupe volante. Bon, c'est le stade olympique à Montréal. Bon. C'est pourquoi on a construit une immense soucoupe. Le problème, c'est le mât. C'est pas la soucoupe. Le problème, c'est qu'il ne tient pas. Non, il tient, mais... Bon, ils l'ont construit croche, puis ils se posent des questions, en tout cas. Mais c'est ça. Le fait de construire le stade olympique sous forme de soucoupe volante, ça permet d'asseoir énergétiquement un paquet de choses au niveau du Québec. La majorité des constructions massives, la Tour Eiffel, ça l'a permis qu'asseoir là-bas un truc énergétique. Quand Napoléon a ramené l'obélisque, une des constructions qu'eux ont retrouvées en Égypte, c'était pour essayer de ramener une assiette énergétique égyptienne chez eux. La majorité des grandes conquêtes, lorsqu'on ramenait du patrimoine parmi les gens conquis, on essayait de voler leur assiette énergétique. Maintenant, l'être humain a toujours été obligé de faire des constructions majeures et massives dans le but d'asseoir leur assiette énergétique. On va asseoir son assiette énergétique avec un drapeau, avec des forces armées, avec une philosophie policière ou militaire, avec une philosophie de système social intelligent. Ça peut être pension de vieillesse, ça peut être... C'est comme créer des égrégores puissants, finalement? C'est avec des égrégores? C'est de créer dans la matière quelque chose qui va être capable de soutenir dans la forme un égrégore puissant. Alors, on a construit, par exemple, les grandes pyramides. Les pharaons, se prenant pour des dieux, ils l'étaient par rapport à l'humain, se prenant pour des dieux, ils ont inconsciemment construit d'immenses pyramides. Il y avait des petites pharaètes qui construisaient des petites pyramides. Bon, mais on parle des grands pharaons. Ils construisaient de grandes pyramides. Pourquoi? Pour asseoir l'assiette énergétique de leur passage divin dans l'histoire de l'Égypte. Alors, on a eu à Babylone, Babylone elle-même, d'ailleurs, qui est une construction majeure pour asseoir énergétiquement les choses. Il y a eu les jardins suspendus de Babylone qui ont existé surtout dans la créativité astrale des Babyloniens. Il y a eu le fort d'Alexandrie avec la grande bibliothèque, il y a eu le colosse de Rhodes, il y a eu énormément de constructions, des temples extraordinairement grands qui ne servaient qu'à asseoir l'assiette énergétique des peuples. Bon, à travers le temps, on a eu, par exemple, en Angleterre, ça a été le château et la table ronde du roi Arthur qui ont permis d'asseoir, de stabiliser l'assiette énergétique des gens en train de monter. Et continuellement, comme ça, on a, à travers le temps, eu des personnes qui sont venues faire des constructions majeures pour asseoir des assiettes énergétiques. Mais à quoi ça servait, justement, d'assir ces énergies-là, avec les pyramides, c'est quelle énergie, et à quoi ça servait? À qui ça servait? Bon, ça permet, premièrement, de ne pas reculer en arrière du point de vue énergétique. Est-ce que ça servait, ou est-ce que c'est le peuple, ou l'élite, l'aristocratie? C'est toujours l'aristocratie qui déterminait ça. Toujours. Et quand, par exemple, on va détruire les œuvres d'art ou détruire les grandes constructions d'un peuple que tu veux attaquer, ça fait partie de l'inconscient stratégique des militaires parce que tu détruis un nombre de formes. Maintenant, c'est évident qu'en détruisant un nombre de formes, par exemple, de la place Ville-Marie, qui a été pendant longtemps le plus grand tipi qu'on avait ici au Québec, vu par les Français. Alors, c'est évident que s'il y aurait eu une guerre entre la France et le Québec, ils auraient commencé par détruire le grand tipi qu'on appelait la place Ville-Marie. Et puis, c'est sûr qu'en détruisant la place Ville-Marie, ça leur aurait ébréché la psychologie du monde. Des gens, c'est leur idole. C'est l'égrégore, la forme de leur puissance, ça va altérer. Dans l'Antiquité, la place Ville-Marie aurait pu être un dieu. Donc, c'est un dieu, et les gens protégeraient leur dieu, puis quand le dieu détruit, les gens se rendent.
Aujourd'hui, parce que les gens sont plus solides du point de vue énergétique, c'est évident que la place Ville-Marie ou les grandes tours à bureaux. Pourquoi pensez-vous que dans l'économie, on bâtit toujours d'immenses tours, que ça a été évidemment l'édifice de l'Empire à New York, l'Empire State Building, chaque fois qu'une société veut monter, on s'arrange pour construire quelque chose de phénoménal. Bon, il y a eu le temple, ça a été un temple, ça a été un palace, maintenant c'est un musée, il y a le Louvre, et il y en a plusieurs comme ça. Énergétiquement, à travers l'histoire, l'humain a su créer dans sa société des mécaniques énergétiques pour supporter son assiette. Le gros problème, c'est que la masse ne sait pas, puis les instigateurs de ces constructions-là ne savent pas. Bon, on pourrait faire une analyse énergétique historique, même archéologique, de toutes les grandes assiettes énergétiques qui ont été maintenues à travers différentes constructions sociales ou constructions matérielles. C'est un peu long. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que même aujourd'hui encore, il y a quelques années, et c'est toujours dans l'air évidemment, l'idée par exemple d'un village comme Ofsa. Le village d'Ofsa, il doit être créé et construit par des individus d'élite, qui sont, et quand je parle d'élite, ça veut simplement dire des individus capables de se maintenir tout seuls dans une vibration particulière la leur. Ils n'ont pas besoin d'être en groupe pour se sentir corrects. Bon, donc, un groupe d'individus individuels, d'individus, mais aujourd'hui, individu, ça ne veut rien dire, donc d'individus individuels qui vont s'associer. S'ils sont capables de créer les prémices d'un village Ofsa ou d'engendrer le village Ofsa, ça empêche totalement l'humanité entière de prendre le chemin de l'Apocalypse. L'onde de forme complète de la structure optique est une forme capable de maintenir une assiette énergétique extraordinairement futuriste, contemporaine futuriste, et ça ne peut pas faire autrement que d'empêcher complètement la planète Terre de bouger dans le mauvais sens. Et c'est évident qu'il y a plein de choses qui vont travailler contre, mais l'être humain, ce qu'il fait présentement, c'est qu'à travers l'idée même d'Ofsa, puis Ofsa, c'est pas Daniel Kiem qui l'a eu, c'est un village qui existe de toute façon, et il y a d'autres individus qui en reçoivent des prémices, et ces individus-là vont essayer de repliquer, donc de recopier dans le plan planétaire, des particularités de cela. Par exemple, dans le village d'Ofsa, les maisons sont de forme géodésique. Bon, pour un paquet d'idées. La géodésie, c'est ce qui a été amené par les États-Unis, par exemple, lors de l'exposition universelle de Montréal, l'Expo 67, et on avait donc une grande sphère, la sphère des États-Unis, et la sphère des États-Unis a été, après l'Expo, est devenue le pavillon des sciences et de la nature. Bon, avant, évidemment, que sa partie ininflammable brûle avant que les pompiers arrivent. Bon, et c'est des choses comme ça qui arrivent. La géodésie est énergétiquement la matière même de la paix, de l'art et de l'évolution spirituelle, mais en réalité de la conscientisation. Les hippies ont été les premiers à vouloir vivre dans des dômes géodésiques. Étant donné que le hippie rejetait la matière, les dômes sont tous devenus des constructions faites un peu comme on en voit dans des bidonvilles, et donc le dôme géodésique est devenu pour plusieurs individus le symbole même de la marginalité, et finalement de quelque chose qui est une espèce de voilier. C'est les gens qui se font des bateaux, souvent ils font une belle coque, puis ils achètent des voiles cheap, parce qu'ils ont plus d'argent rendu là. Bon, alors c'est un peu la même chose pour les dômes. Par la suite, au niveau du village Ofsa, il y a une immense structure centrale dans laquelle il y a une volière. Donc les oiseaux volent, se promènent un peu partout. Il y a une partie qui sert uniquement d'endroit pour éduquer les gens. Il y a une partie qui sert uniquement de salle de conférence, une partie qui sert d'astronomie, une partie qui est la bibliothèque. Et la technologie même développée au niveau de ça, c'est une technologie un peu futurale. À un moment donné, on va découvrir, par exemple, le cinéma Omnimax ou IMAX, qui est un atterrissement canadien, encore une fois, de cette philosophie-là, d'être capable de rêver, donc de faire une forme de voyage astral, mais d'être dans un monde complet. Bon. Par la suite, on a, par exemple, juste le Biodôme à Montréal, pour les gens qui l'ont vu, c'est exactement un endroit, c'est sûr que ce n'est pas encore parfait, mais c'est un endroit, je disais dernièrement à quelqu'un, la quantité d'argent qui est dépensée chaque année pour aller dans le sud. Pourquoi les gens vont dans le sud? Il y a eu pendant un laps de temps, c'était du snobisme, tu revenais bronzé, c'est parce que tu avais été dans le sud, donc tu étais plus riche que le voisin qui n'était pas bronzé l'hiver. Bon.
Sauf qu'on sait de plus en plus, et c'est instinctif quand même chez l'humain, c'est qu'à un moment, on a besoin d'une certaine coloration solaire pour être capable de créer certaines hormones au niveau cérébral, hormones en l'occurrence des endorphines, qui vont permettre au cerveau de rester dans un état de bonheur. Alors, quand les hivers, printemps trop longs, l'hiver s'étire, les gens se dépriment, les gens ont des problèmes. Et pour cela, il faut une onde de forme énergétique particulière. Ce n'est pas nécessairement le manque de lumière, c'est une particularité, mais c'est aussi le manque d'atmosphère. Donc, il y a une énergie qui manque. Et les gens vont donc dans le sud la retrouver. Si on prend les millions de dollars dépensés chaque année par les Québécois pour aller dans le sud et qu'on fabrique un ou plusieurs immenses serres, grandes comme le stade olympique, par exemple, dans donc des espèces d'immenses jardins intérieurs avec de l'eau, des chutes, des animaux, etc., les Québécois n'ont plus besoin d'aller dans le sud, puis en plus, c'est le sud qui va venir dans le nord pour aller bénéficier de ça. La différence de potentiel est le phénomène le plus marquant chez l'humain. C'est exactement comme, si tu reçois une décharge électrique, si tu es connecté sur du 110 volts, puis je te donne une décharge de 120 volts, tu ne sauras jamais. Alors que si je te débranche, je te laisse dépérir un peu, puis je te rebranche, même si c'est au même niveau que tu étais, là, ça va te réveiller. Ce qui arrive, c'est que l'être humain part l'été, prend l'avion, et quand il atterrit en Floride, la différence de potentiel avec l'hiver qu'il vient de laisser et l'été quand il arrive là-bas, c'est surtout ça qui leur lance sa batterie. Et quand il revient déprimé. Pourquoi? Parce qu'il sait que, même s'il revient un peu, il est plus pépé évidemment, c'est qu'il sait qu'il faudra qu'il passe l'été, mais le reste de l'hiver maintenant ici. Si les personnes auraient accès à ces immenses modules-là, et on a l'argent pour le faire, eh bien, quand tu laisses ton manteau, tu fais un sas, un endroit pour créer la différence de potentiel, puis quand tu rentres de bord, tu es carrément dans la jungle ou dans un autre tu choisis les écosystèmes que tu veux, et c'est réglé. Même l'été, les gens ont hâte à l'hiver. Alors, tu fais aussi des climats totalement polaires, des écosystèmes polaires, puis la personne, de temps en temps, il fait chaud, l'été, elle n'aura le bol de sa chaleur, elle rentre dans une place, elle se met un gros manteau avec des grosses mitaines, etc., ses grosses bottes, puis là, elle sort là de bord, puis là, il y a des pingouins qui se promènent, puis ici, il neige, puis etc. Quand tu ressors de là, tu as le goût de vivre. Bon, ça fait partie de choses qu'on retrouve à l'intérieur même du village OFSA. Bon, les êtres humains essaient de temps en temps de recréer des assiettes énergétiques, sauf que parce que l'humain n'en comprend pas le principe, l'humain dilapide continuellement ses avoirs. Bon, les avoirs énergétiques, avoirs financiers, etc. Aujourd'hui, ce qui est important de comprendre, c'est que quand on construit l'architecture, par exemple, il y a des personnes qui veulent maintenir dans le centre-ville de Montréal, puis dans les centres-villes, les vieilles constructions. Bon. Et ça, c'est totalement, évidemment, c'est effarant, c'est astral, on devrait dynamiter ça le plus vite possible, la nuit, par exemple, quand les gens dorment. Et puis, après ça, on s'excuse, on se trompait d'adresse, puis il faisait noir, puis c'est pas grave. Bon. Mais il y a des individus qui, ces bâtisses-là n'ont plus aucune énergie à part une énergie de nostalgie. On veut les maintenir. On doit s'arranger quotidiennement, au fur et à mesure de l'avancement de sa vie, pour créer dans la matière des mécaniques qui vont permettre d'asseoir énergétiquement. Mais asseoir énergétiquement, hélas, ce n'est pas encore compris par l'humain, et l'humain qui se conscientise et l'humain qui ne se conscientise pas. On va prendre l'exemple de personnages qui existent aujourd'hui. Prenons l'exemple de Richard Glenn. Certains, vous le connaissez. Il y en a qui ont des ondes de forme similaires. Bon. En tout cas, il y en a un là-bas, là. Il sait. Non, il sait. Énergétiquement, ce que Richard Glenn fait, c'est inconscient. Il travaille énormément à la construction d'une infrastructure énergétique. C'est ce qu'il a fait au Québec depuis le début. C'est l'une des personnes qui a le plus conscientisé les individus à travers de l'illusion, à travers des erreurs de ce qu'il a dit, puis à travers des choses qui sont justes mais incomplètes. Il crée une infrastructure énergétique dans le monde astral pour permettre aux individus d'être capables de faire plus facilement des transitions entre le monde terre à terre et le monde totalement céleste, le monde flyé, comme disent ceux qui parlent mal. Bon.
Alors, il est capable il a créé un continuum dans l'astral permettant aux individus de vivre entre ça. Ce qu'il fait est absolument essentiel et lui-même, par exemple, va se faire un club, une organisation Randia, et les gens peuvent être membres de cela, etc. Parce que les gens sont dans une forme de spiritualité, ils ont été capables d'être membres de cela. Chaque fois qu'on retirait Richard Glenn ou encore ésotériste expérimental de l'écran, les gens étaient capables de s'allier pour faire revenir ça à l'écran. Alors qu'une personne aurait pu dire « Ouais, mais c'est con, parce que là, on fait revenir ça à l'écran, il fait de la publicité, puis quand il fait des conférences, il ramasse 1000 personnes, puis il fait juste faire de l'argent. » Les gens n'étaient pas suffisamment conscients de cette mécanique-là, donc les gens payaient pour aller le voir, les gens payaient pour qu'il revienne à l'écran, puis les gens l'écoutaient. Mais en réalité, c'est absolument essentiel qu'ils puissent vivre, parce que les subventions, il n'a pas. Mais il permet donc, avec cette forme-là, de créer une infrastructure dans le plan astral qui permet d'asseoir l'assiette énergétique de l'ensemble des Québécois. Si on prend un autre exemple, par exemple, Claude Vorillon, Raël. Raël, c'est un bonhomme qui a rencontré des extraterrestres, des Élohins, et il y a plusieurs choses qu'il ignore d'eux. Par contre, les Élohins lui ont donné d'énormes recettes extraordinaires permettant la longévité du corps physique, permettant l'élimination des pathologies physiques, permettant un paquet de choses. Bon, c'est évident que Raël a géré ça à sa façon, Claude Vorillon a géré ça un peu à sa façon, mais ce que les Élohins lui ont donné, en échange de ce qu'il livre aux Élohins, il a reçu énergétiquement une équivalence sans problématique. Qu'est-ce qu'il livre aux Élohins? Des cellules génétiques. Bon. Alors, par contre, il a l'idée fondamentale, c'est de ramasser suffisamment de pécule de tout le monde. Alors, quelqu'un qui est dans le mouvement raélien doit donner un pourcentage de son salaire. Bon. Et l'idée est de construire une ambassade dans un territoire international, une ambassade pour recevoir les extraterrestres. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y ait extraterrestre ou pas qui va venir dans cette ambassade, qu'elle existe un jour ou non. Si elle existerait, ce serait très bon. C'est sûr que la première personne qui aurait resté à l'intérieur, c'est lui, et que c'est lui, à l'intérieur de l'ambassade, qui est un territoire international, lui aurait le droit de vie ou de mort, il serait le seul légiférateur sur tout ce qui se vivrait là, et c'est ce que plusieurs personnes vont lui reprocher. Il peut devenir un tyran, s'il tue quelqu'un, il n'y a personne sur la planète qui peut l'empêcher, c'est un territoire international. Bon. Alors, cette ambassade-là serait une assiette énergétique pour qui? C'est une assiette énergétique pour l'humanité entière. Pourquoi? Parce qu'on vient de monter à un niveau où on atteint les extraterrestres d'une façon... La NASA l'a fait. La NASA, c'est l'assiette, c'est une assise extraordinaire au niveau énergétique, mais c'est au niveau des scientifiques. Là, on aurait une assiette assise au niveau d'une partie du peuple. Bon. Alors, créer l'ambassade en termes d'infrastructure, etc., c'est génial. C'est évident que lui, par contre, peut devenir dangereux. Il peut... Bon, parce que l'humain, lorsque l'humain commence à avoir du pouvoir, c'est dangereux. Il est relativement équilibré. Donc, pour l'instant, ça va. Mais c'est un autre exemple de travail au niveau planétaire pour la création d'infrastructures capables de supporter les assiettes énergétiques de l'humanité. Bon. Le fait, par exemple, de créer une base spatiale, il y a eu Skylab qui a été créé, il y a eu une autre base qui a été créée au niveau européen, russe, japonais, etc. Les bases spatiales, ce sont des assiettes énergétiques absolument essentielles à placer. Et là, ce qu'on doit comprendre, c'est que ça coûte quelques milliards de dollars, et là, les gens vont dire, pourquoi on ne prend pas cet argent-là pour aider ceux qui ne veulent pas être aidés? On doit plutôt prendre cet argent-là pour asseoir les assiettes énergétiques de l'humanité. Il y a eu un moment donné où il y a une capsule soviétique qui est entrée, qui a rencontré une capsule Apollo. Alors, il y a eu une juxtaposition. Les astronautes ont pu changer de capsule dans l'espace. C'est arrivé une fois, il faut que ça arrive plus souvent. Ça aussi, c'est asseoir énergétiquement l'énergie de l'humanité. L'être humain doit comprendre, par exemple, que si... Bon, tout à l'heure, quelqu'un me demandait à Radum si c'était ça l'endroit où je parlais pour le cheminement. Non. À Radum, c'est une tentative qui a été faite là d'asseoir énergétiquement les vieilles assiettes du passé parce qu'il y a une nostalgisation des mécaniques. Ce qu'on doit comprendre, c'est que les phénomènes du passé fonctionneront toujours, mais ils vont vous amener là où vous êtes. Bon. Alors... Donc c'est inutile.
Mais est-ce que ça peut amener, bon, nous, puis les autres, monsieur, madame, tout le monde, l'humanité, est-ce que ça pourrait les amener quelque part? Les voisins? Bon, si tu veux. Non, monsieur, madame, tout le monde, j'en connais pas. Ah bon? Quelqu'un du monde ordinaire sur la planète, est-ce que eux, ça pourrait les amener quelque part où ils ne seraient pas encore? Ça dépend des individus. Mais ce qui arrive souvent, c'est que tu pars de température de 70 degrés, tu rentres dans le chemin initiatique, on te descend à 145 degrés, puis l'on te réchauffe jusqu'à 70 au bout. Fait que finalement, tu trouves que c'est très, très intéressant, mais si tu serais resté où ce que tu étais, mais où ce que tu étais, tu t'en rendais pas compte. Fait que ça sert uniquement à partir pour revenir découvrir ce qu'on avait. Bon, ça sert comme ça. Ça sert, autrement dit, à te faire prendre conscience que tu es déjà rendu. Là où ce qu'il faut pour commencer. Mais pour des égos, ça peut être beaucoup, ça. Oui, sauf que l'ego, il veut ça tout le temps. L'évolution supramentale n'est pas une évolution. L'évolution supramentale, la conscientisation puis l'intelligentiation, ce n'est pas quelque chose qui se fait dans le corps. Là, ça va paraître à un moment donné. Il y a des choses qui vont se faire. Bon, il y a énormément, et ça se fait comment? Je ne veux pas en parler présentement. Bon, il y a des choses que je ne veux pas dire. Pourquoi? Parce que c'est en train de se faire pour plusieurs individus. Et si on en parle, on instruit l'astral, on instruit leurs égos, puis un paquet de choses, puis finalement, ça va ralentir les choses. Mais il y a des processus de miracles qui sont présentement totalement opérationnels. Il y a des individus qui en bénéficient de plus en plus. Puis à chaque fois qu'ils en bénéficient, ils ne sont jamais sûrs qu'ils en bénéficient. Pourquoi? Parce que ce n'est pas directement dans leurs intestins que c'est vécu. Ils ne peuvent pas intestiner là-dessus. Triper. Bon. Alors, ils vivent ça jusque dans leur trip, ils ne peuvent pas faire des voyages astraux. Puis au niveau de l'homme aussi, il y a des choses comme, supposons, la soutane du pape, ça naît un autre assiette énergétique? Absolument. Mais il faut par contre que l'Église de Saint-Pierre soit là. Il faut absolument que le Vatican soit là. Avec ses richesses intérieures. Parce que c'est évident qu'on peut dire, par exemple, je ramasse la Mona Lisa, je la mets dans au Vatican, et puis là, quelqu'un va dire, regardons les richesses qu'il y a là-dedans, là, s'ils vendraient ça, c'est vrai que si le Vatican vendrait ça, plutôt que de vendre d'autres choses, il pourrait parvenir à s'enrichir. Le gros problème, c'est que ces richesses-là doivent rester là. La Mona Lisa n'est pas là, mais il y a plusieurs richesses du genre. Et elles doivent rester là. Pourquoi? Parce que ce sont des assises énergétiques de la beauté de l'homme, de l'esthétisme humain, de ce qui a été capable de traverser l'humain pour faire de la créativité de l'art. C'est ce qu'il y a de beau dans l'homme. Et ce qu'il y a de beau dans l'homme, c'est uniquement les rares fois où l'intelligence était capable de traverser sans trop être colorée. Ce qu'on voit de beau de l'homme. Parce que l'homme lui-même, c'est simplement un capteur. Alors ça, c'est conservé là. C'est des assises énergétiques. À un moment donné, il faudra balayer pour amorcer l'énergie, exactement comme j'ai déjà expliqué à travers des réservoirs d'énergie astrale, que ce soit des médaillons, des bagues, des choses comme ça. Bon, à un moment donné, tu détruis ces choses-là pour récupérer ton énergie. Donc, le Vatican va de toute façon être anéanti de façon à ce qu'on puisse récupérer de l'énergie. Mais ce qui est extrêmement important de comprendre, c'est que, imaginez ceci. Si chaque Québécois met par année 1000 $ de côté dans un fonds commun pour créer des modules de sud, des modules, donc des écosystèmes intéressants, après 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, si on est 6 millions ici à 1000 $ chaque, c'est sûr que disons qu'on va y aller, mais à 1000 $ chaque on peut. Alors ça donne pas mal d'argent. Et puis c'est pas long qu'on est capable de se créer toute une infrastructure touristique, mais une infrastructure énergétique, on est capable carrément de muter. En dedans de 10 ans, le Québec est totalement changé, il vient de se placer totalement dans l'ère de l'avenir, pas juste grâce aux modules, mais beaucoup grâce aux modules. Mais comment on fait pour amener une assiette énergétique qui vient, supposons, du futur ou de l'avenir, puis qu'il n'y a pas un gros égrégore déjà établi, ça ne pourra pas être aussi puissant? C'est ça, justement comme si, par exemple, on dirait, on va prendre 1000 $ de chaque personne une fois par année, on met ça dans un compte, là je parle des séminaristes, on met ça dans un compte, et puis lorsqu'on a suffisamment d'argent, on crée quelque chose qui va servir de module énergétique, donc d'assiette énergétique. Encore là, les gens vont se trouver 150 raisons pour ne pas avoir 1000 $ à mettre. Ça va être, j'ai pas l'argent, ça va être qu'ils vont la dépenser tout au long de l'année pour en avoir rendu à la fin. Et puis, les fins finaux, ça va être que oui, mais qu'est-ce qui nous prouve que... Mais déjà, on va créer l'égrégore en mettant tout le temps notre 1000 $. Ça va commencer déjà à faire la forme. Puis là, une fois que ça va être atterri... Évident. Le gros problème, c'est que l'être humain préfère mourir en souffrant, en étant sûr que c'est pas fait fourrer,
que de prendre une chance. Que de mourir heureux fonctionner. en se disant « je me suis fait fourrer ». Non, mais s'il ne s'est pas fait fourrer, aucun problème. Les assiettes énergétiques, est-ce qu'ils sont... À quel niveau ils travaillent? Est-ce que c'est sûrement pas juste physique? Est-ce que ça peut même travailler au niveau mental? Mais l'assiette énergétique assit l'humain tel qu'il est. Par exemple, imaginez que, et c'est ce qui arrive souvent, les clubs sélects, ça sert à ça. Disons par exemple on achète ensemble un hôtel particulier quelque part, et puis on décide qu'il y a une partie de l'hôtel qui est strictement réservée aux séminaristes. Bon. Maintenant, les séminaristes qui ont acheté l'hôtel, eux, évidemment, paient pour y aller, payent, mettons, 25 ou 30 $, et les séminaristes qui n'ont pas financé l'hôtel payent 200, 300, 400 $ pour y aller. Bon. Il y a un endroit strictement réservé. Bon. Et toutes les personnes qui viennent à l'hôtel se rendent bien compte qu'il y a un endroit qui est strictement réservé, puis c'est probablement la place la plus belle de l'hôtel. Pourquoi? Pour forcer les gens à suivre le cheminement des séminaristes s'ils veulent aller de l'autre bord de la porte. Ça fait quoi? On va dire, oui, mais gars, c'est juste du snobisme. Mais c'est du snobisme souvent chez l'animal humain, mais ce n'est pas pour faire du snobisme que ces choses-là doivent être implantées. C'est que là, il y a une assiette énergétique qui va maintenir les séminaristes de valeur dans leur énergie. Alors, par exemple, il y a un terrain de tennis, ben, tu dis aux gens, vous devez aller jouer habillés là en blanc, avec un uniforme de tennis et des souliers de tennis propres. C'est du snobisme, c'est pas du snobisme. L'individu qui va embarquer dans cette onde de forme-là reste à un niveau, et le pire qui peut lui arriver, c'est qu'elle reste à ce niveau-là. Sinon, elle va voir automatiquement son niveau s'améliorer progressivement. Alors, il y a des gens de l'extérieur qui vont vouloir aller goûter cette énergie-là, qui vont dire, moi j'aimerais ça en faire partie, mais eux, parce qu'ils ne connaissent pas les mécaniques, vont employer ce genre de mots-là. J'aimerais ça, moi, être dans ce groupe-là, j'aimerais ça en faire partie, j'aimerais ça être reçu, j'aimerais, etc. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut dire à la personne, faut que tu ailles à quelques conférences, par exemple, le vendredi. Faut que tu fasses un séminaire. Par la suite, il faut que tu fasses ceci, fasses cela. La personne peut te dire, je suis pas intéressé. Écoute, c'est pas une question de fric. C'est une question simplement que pour être capable d'être reçu dans l'assiette énergétique, il faut que tu puisses monter au niveau de l'assiette. Toi, ce que tu vois, c'est la forme extérieure incomprise du select et de l'élitisme. Mais c'est pas ça l'élitisme. Et là, tu vas dire, regarde, il y a une personne qui vient de rentrer, Christy, puis on dirait, il me semble qu'elle devrait se moucher. Mais je pensais que c'était juste du monde élite qu'il y avait là-dedans. Énergétiquement, oui, puis il y a du monde qui devront être ajustés. Puis ça, les individus vont avoir de la difficulté à le supporter, ceux qui sont de l'extérieur. Ce sont des choses qui doivent se faire. Alors, progressivement, l'humain qui comprend l'intelligence des choses va aristocratiser. Quand on parle, par exemple, les rencontres Genesis, c'est exactement cela. Il y a énormément d'individus qui veulent en faire partie, sauf que ces individus-là ne font pas partie des séminaristes. Ah oui, mais c'est con, il faut être séminariste, donc il faut qu'on paye 600 $, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça pour aller une fois par mois à un souper. Non, le souper, c'est une démarche finale à partir d'une chronologie X, parce qu'évidemment, c'est pas final dans l'absolu. Et ça n'a rien à voir. Les gens n'ont pas fait le séminaire pour venir souper. Hey, les gens sont un peu plus brillants que ça. Bon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça fait partie d'une démarche énergétique. Les individus ont de la difficulté, encore une fois, parce qu'on ne peut pas le vivre au niveau de l'émotion. Donc, si tu as accès à n'importe quoi de restreint, donc de select, nécessairement, tu vois là une assiette énergétique apparaître et elle vient supporter ce que tu es. Mais c'est évident qu'il faut que tu en profites, il faut que tu en bénéficies. Bon, il faut que tu mettes 2 $ par jour de côté, il faut que tu mettes 10 $ par jour de côté, dépendamment de ce que c'est, il faut que tu mettes 100 $ par jour de côté si tu peux, dépendamment de ce que c'est. Bon, mais il faut que l'individu devienne suffisamment discipliné pour être capable de bénéficier de l'assiette énergétique. Je connais des gens, moi, qui sont inscrits à des terrains de golf, ça coûte 1 000 $ par année pour être là, c'est pas énorme, mais au Québec, c'est beaucoup. Ils vont jamais jouer au golf, ils ont juste 1 piastre pour jouer au golf. Alors, ils n'ont pas rien, mais ils sont membres. Ça leur permet de rentrer de temps en temps, ils sont membres, vont s'asseoir, ils jasent qu'ils sont membres. Ah, c'est un membre inutile. Bon. Alors, ils sont membres, mais ce n'est pas cela. La personne qui est sur une assiette énergétique doit s'arranger pour en bénéficier, pas juste aller s'aîner. Elle doit nécessairement mettre ce qu'il faut de côté pour continuer à être à l'intérieur de ça. Quand on parle de... Puis au Québec, c'est un foutu problème. Au Québec.
C'est un problème au Québec. Pourquoi? Parce que c'est juste seulement ici que ça peut se faire pour l'instant. Mais c'est un problème partout sur la planète. Là. Ça pourrait se faire ailleurs, on aurait le même problème. Les gens ne sont pas prêts à risquer le bonheur. Les gens ont de la difficulté à mettre un peu de temps. Les gens ont de la difficulté nécessairement à mettre un peu d'argent. Puis regardez comment ça devient épais dans l'astral. Ceci. Moi, je ne veux pas mettre d'argent, mais je vais être à donner 1 heure ou 2 par jour, là, de temps en temps. Mais ton 1 heure ou 2 par jour, si tu vas le travailler, tu fais mettre de l'argent. Tu sais, c'est de l'argent qu'on a besoin. La personne a l'impression qu'elle se fait fourrer, ça met 5$, mais elle a l'impression que c'est correct, ça a mis 3 jours. Bon. Alors, toi, tu viens travailler, par exemple, pour faire certaines choses pendant 1 semaine. Puis, 1 semaine de travail pour toi, c'est 800-900 $. Mais mettre 200 $, ça, c'est à y voir. Alors, l'humain, ça, c'est une habitude tout à fait capitaliste, c'est que ta vie et ton temps ont beaucoup moins d'importance que 200-300 $. Et alors que l'argent, c'est la même chose que ton temps. Il y en a qui mettent les deux, il y en a qui mettent aucun des deux, puis il y en a qui mettent un ou l'autre, pensant qu'ils se font avoir s'ils mettent les deux. L'humain doit s'arranger pour comprendre les structures, évidemment, de vérification. C'est sûr qu'on s'est fait fourrer. Moi, je suis le premier à m'être fait ramasser souvent. Je me suis fait voler au moins 2 fois tout ce que j'avais par mes amis. Bon. Puis je le dis souvent, puis vous le savez, je le dis aussi, je suis le type parfait de me faire voler. Pourquoi? Parce que je fais confiance. En réalité, je fais confiance. Maintenant, je ne fais plus confiance, je ne doute plus. Mais avant, finalement, je faisais confiance. Alors, comme présentement, ma finance, je ne m'en occupe pas. C'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Il peut partir avec quand il veut. C'est sûr que maintenant, je suis organisé pour aller dans l'astral, le ramasser, il ne dormira plus de sa vie. Bon, je dis ça au cas, tu sais. Mais tandis qu'avant... Maintenant que j'ai la certitude qu'il n'y a aucun problème... Puis ça, c'est-tu dans une maison particulière ou dans un individu que tu vas faire ça parce qu'il reste avec lui? Mais ce qui est important, simplement, c'est que les personnes doivent comprendre que la vie doit être utilisée à servir, donc on doit se servir de la vie, et on a énormément de mécaniques. Tout à l'heure, je vous parlais simplement de l'OS, par exemple. Tu vibres que c'est bon pour toi. Le goût ne dit pas de même. C'est pas bon au goût. Mais tu vibres que c'est bon pour toi. Puis là, c'est 15 $ ou c'est 20 $, puis là, on part frustré. Et on a raison d'être frustré, ça devrait être gratuit. Bon. Mais, c'est vrai. Sauf que présentement, le 20 $, on va le gaspiller facilement ailleurs, on ne peut pas le mettre à la bonne place. Bon. Alors, nécessairement, puis à un moment donné, c'est pas ça. Là, gaspiller 20$ pour ça. On ne peut pas gaspiller, on doit se servir de ce qu'on a. Et il y a une chose extrêmement importante que l'humain n'est pas encore capable de vibrer, de raisonner et de comprendre. Si vous prenez votre argent, votre temps, votre matière et ce que vous avez, pour l'utiliser en fonction de vous améliorer, puis d'améliorer l'assiette énergétique, puis de la stabiliser, vous allez toujours avoir un peu plus d'argent, un peu plus de temps, puis un peu plus de matière extérieure. Sauf que l'humain ne s'y risque pas. L'humain, il va dire, ben, regarde, j'ai 2 crayons, là, puis on me dit de mettre 2 crayons. Et si je veux mes 2 crayons, que ce soit bon ou pas bon, la théorie dit que j'en aurai 3 crayons dans 2-3 semaines. Ou quand, la prochaine fois que je n'aurai besoin, je vais en avoir. Mais je ne suis pas sûr. Fait que je vais mettre avec un crayon, on va voir ce qui va se passer. Mais tes 3 crayons ne viendront jamais tant on n'a pas de besoin. Puis ce que tu viens de faire, tu viens de perdre un crayon parce que tu n'as pas mis ce qu'il fallait pour que ça fonctionne non plus dans l'autre sens. Oui, mais on ne le fait pas parce qu'on manque d'énergie pour le faire. Quand on a l'énergie, tout d'un coup, on fait la bonne chose. Oui, parce que c'est toujours charrié par des mots d'identité, ce qui fait que je vais tourner en rond sans arrêt. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que, mais rien, tu n'auras rien de plus, mais tu n'auras rien de moins. Mais tout, tu peux gagner le gros lot ou te faire avoir. Mais si tu t'es fait avoir, la prochaine fois qu'un gros lot apparaît, il y a 3 crayons qui vont venir si tu en as besoin de 3. Mais ça, l'humain ne veut pas s'essayer. Puis regardez comment, quand on est jeune, on est bizarre. J'ai connu une fille, moi. Elle me dit, c'est une séminariste, une jeune fille, elle devait avoir 18 ans, 19 ans. Puis elle me dit, je m'en vais pour 1 an. Je veux voyager. Ah ben, je lui dis, bon voyage. Alors, elle voulait faire le tour du Canada, le tour des États-Unis, si possible le Mexique, etc., sur le pouce. Là, j'ai dit, ça ne me dérange pas, mais tu vas peut-être être initié, parce qu'elle est extrêmement biologiquement très belle. Les animaux humains, c'est ce qu'il faut pour que c'est dangereux. Bon. Mais elle y allait avec une autre amie, etc. Bon. Alors, finalement, elle part. Au bout d'1 an et demi, elle est revenue. Elle est partie avec 50 $. C'est toujours comme ça. Ils reviennent toujours avec un peu plus d'argent que quand ils sont partis parce qu'ils ont fait des oranges en Floride. Bon.
Alors, elle est revenue avec 75 $. Et puis, donc, beaucoup plus riche. Et puis, elle avait près de la moitié plus, 50% de plus même. Bon. Et puis, elle est revenue, elle a vécu, elle a eu des aventures, elle a eu ci, elle a eu ça, etc. Elle est retournée faire un voyage, même chose à un moment donné, et puis elle est revenue aussi, peut-être. Elle est retournée à l'école après, elle s'est trouvée un emploi, elle est retournée en voyage, elle avait encore le goût, fait qu'elle a tout laissé ça là, elle est revenue, puis elle a encore un emploi, travaille bien, etc. À chaque fois que je la revois, c'est dans des endroits absolument incongrus. Moi, j'ai travaillé la première année de ma vie où j'ai travaillé pour être en état payé. J'étais, disons, payé wow, on va dire. En tout cas, je me suis fait 600 $ après 3 mois de travail. Et puis, je me suis en allé au Guatemala. J'avais ramassé ce qu'il fallait comme argent pour payer mon billet, pour vivre là-bas, si je vivais pas trop là-bas. Et puis, finalement, je suis resté 1 mois là-bas. Quand je suis revenu, j'avais plus d'argent. C'est d'ailleurs l'utilité d'acheter un billet aller-retour. Ça me permet de faire un retour. Et puis, je suis revenu et je me suis trouvé un emploi. J'ai travaillé là 1 an de temps. J'avais encore le goût d'aller au Guatemala. Et puis, finalement, j'ai tout laissé au complet. Je suis retourné au Guatemala, puis je suis resté là plusieurs semaines. Quand je suis revenu, j'avais plus une scène, plus d'emploi. Puis, je me suis trouvé un autre emploi tout de suite, puis j'ai fait ça toute ma vie. Moi, j'ai démissionné quand ça me tentait, puis je reprenais un emploi quand ça me tentait. Je reste suffisamment jeune pour ne pas avoir peur de recommencer. Et la majorité des individus se rendent compte que lorsqu'ils sont jeunes, ils n'ont pas d'expérience, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de connaissances, ils n'ont rien. Ils arrivent à se faire une vie, puis rendus à un certain âge, malgré qu'ils ont tout maintenant pour réussir, ils n'osent plus rien faire. Alors qu'avant, il n'y avait rien pour réussir, ils se lançaient n'importe où. Ça fonctionnait. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on doit impérativement cesser d'avoir peur de perdre nos acquis. On doit s'arranger pour perdre nos acquis. Ça veut dire que tu ne vas pas emprunter, par exemple, pour faire un voyage, ou emprunter pour... Il y a des choses qu'on ne fait pas. Bon, pourquoi? Pas parce que ça ne se fait pas, parce que l'astral est totalement équipé pour ramasser les individus et les rendre esclaves par l'emprunt. Donc, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Par contre, il y a des façons de travailler les affaires aujourd'hui, de travailler sa monnaie ou son temps, de façon à être capable de ne pas se faire avoir dans la vie, même si finalement tu as investi dans un condo, puis le condo n'a jamais existé, et le promoteur s'est poussé avec. Bon. Hein? Mais c'est pas grave, ta vie n'est pas chambranlée. Il te manque 5 000, il te manque 10 000, mais tu continues à vivre. Et là, tu vas finir par éliminer de ta vie les individus qui ne sont pas fiables ou qui sont fiables. Des voleurs. Bon. Et progressivement, tu vas te retrouver avec les individus qui sont fiables et qui ne sont pas des voleurs. Mais l'humain doit avoir la capacité de s'essayer, ce que l'humain ne fait pas. Bon, par exemple, il y a des gens qui disent, bon, mais le séminaire de Daniel Kem, là, me semble, si j'ai entendu dire c'était ci, c'était ça, puis ça me semble bien gros de le faire, là, mais c'est cher pas mal, là. Qu'est-ce qui se passe au juste là-dedans? Ben, puis viens voir. Ouais, mais t'es coup, là, que c'est... Si c'est vraiment pas ça, on te rembourse intégralement. Ouais, mais c'est peut-être une arnaque, c'est peut-être... On te rembourse. Ouais, mais c'est peut-être rien à faire. L'humain est organisé, c'est pas une question d'équilibre. C'est une question que l'humain n'est pas capable de se lancer. As-tu l'argent? Oui, mais j'aurai plus rien après. As-tu un emploi? Vas-tu pouvoir continuer à vivre? Tous ceux qui ont fait le séminaire, il n'y a personne plutôt qui a fait le séminaire qui s'est appauvri, puis la majorité ont eu un peu plus d'argent. Bon. Puis si on fait dans tout ce qui te rapporte, qui est devenu pauvre à force de vouloir se mettre en santé? Personne. Oui, mais si je n'aurais pas dépensé ça là, inutilement, là, il ne serait plus là de toute façon. Tu ne l'aurais pas eu de toute façon. Tu l'aurais dépensé ailleurs, ton auto aurait eu 3 bris de plus dans l'année, tu l'aurais de toute façon dépensé. Et ça, l'humain, il y en a qui s'en rendent compte, puis ne peuvent pas plus se risquer. Hein? Il y a des gens, là, j'expliquais à un moment donné à une personne, tu sais, quand tu vas cesser de vouloir rentrer de l'argent, elle va rentrer un peu plus. Là, elle travaillait dans un endroit bizarre, finalement, elle a essayé ça fonctionnait. Puis là, j'avais dit, si tu travailles 7 jours par semaine, tu n'auras pas plus que 5 jours par semaine, si c'est ça présentement qui vient. Fait que là, finalement, elle a travaillé 5 jours, elle avait ça, travaillé 5 jours, elle avait la même chose, donc elle a travaillé 5 jours. Ça lui donnait 2 jours de plus. Le patron n'a pas compris. Bon, le patron n'a pas aimé ça. Mais l'idée, c'est que ça fonctionne. Et le mot du problème, c'est que même si ça fonctionne, quand est-ce qu'on est prêt à réessayer? Mais on devient vieux. Oui, mais il y a cette assiette énergétique-là. Est-ce qu'il y a un danger de redescendre? Il y a un danger de redescendre si tu ne l'entretiens pas et si tu n'en bénéficies pas. Par exemple, si tu achètes une automobile totalement neuve pour augmenter ton nombre de femmes, asseoir ton énergie, mais tu n'en laves jamais, puis elle est tout crottée en dedans, puis ça, vraiment, ça n'a pas de sens.
Là, tu vas redescendre au même niveau ou un peu plus bas parce que tu as investi plus d'argent que ce que tu veux maintenir en support. Tu as une petite automobile. Disons, tu t'es acheté une... disons, pas une Lada, là, mais... une petite côte. Si elle est propre, entretenue, énergétiquement, c'est la même onde de forme du point de vue énergétique que celui qui se sera acheté une Rolls-Royce. Sauf que celui qui s'achète une Rolls-Royce a une assiette plus étendue qu'il doit maintenir. Celui qui s'achète la petite côte a une assiette plus restreinte qu'il doit maintenir. Mais du point de vue aristocratique, si les deux arrivent quelque part en même temps, les animaux humains vont regarder plus celui-là, puis l'être intelligent va apprécier les deux. Pourquoi? Parce que les deux sont au summum ou sont dans l'équilibre énergétique de leur assiette. Bon. Mais le fait de tout risquer ou On ne doit pas tout risquer. On doit risquer. Mais c'est là que moi, je vois qu'il pourrait avoir un danger de perdre son assiette ou de baisser de niveau énergétique. Pas en essayant. C'est sûr que si tu le fais d'une façon inconsidérée, un peu comme les religieux des pays sous-développés, où tu es chrétien, mormon, témoin de Jéhovah, puis juif, parce que plus tu as de Dieu, plus tu as de chance de t'en sortir. C'est sûr que si tu t'essayes comme ça, c'est un problème. Je te donne l'exemple de ton magasin. Tu fais des profits de temps en temps? Ça arrive. Oui, bon. Ils disent tout ça, les beaux. Ça arrive, par hasard, des fois ça arrive. Pas ce qui se passe, et des fois qu'on fait des profits. Bon. Il y a moyen de t'arranger pour faire des profits. Maintenant, tu fais des profits. Une fois que tu as fait des profits, peux-tu prendre une partie, tu vis sans profit? Peux-tu prendre une partie des profits et faire quelque chose qu'on appelle du risque avec ça? Oui. Bon. Mais la majorité des humains ne le font pas. Bon. Et ça, on doit avoir un budget. C'est 2 $, c'est 5 $, c'est 25 $, etc. C'est sûr qu'une personne va dire, écoute, moi, là, 5 $, c'est assez. 5 $ par mois, c'est mon budget de risque. Ben, tu vas peut-être avoir 6 $ de retour à un moment donné. Bon, mais tu sais, c'est pas ça. L'humain ne doit pas tout risquer. L'humain doit s'arranger pour conserver le minimum vital qu'il a besoin. Puis le reste au complet, c'est que l'astral ne vienne pas te ramasser. Donc, tu n'embarques pas la partie minimum vitale. Mais tu dois embarquer 80% du reste. Dans du risque. Et quand je parle du risque, ça veut être que vous allez dans une librairie, vous trouvez un livre qui vous semble être bien, un livre d'ésotérisme, un livre de cuisine, un roman, puis vous me dites, bon, mais là, vous regardez 35 $. C'est 35 $. L'humain de passer au-delà de ça. J'ai tout là, je peux, je peux. Tu le prends, tu l'achètes. Oui, mais l'argent va rentrer. C'est un disque compact d'un morceau musical que tu aimerais, ça va te faire vibrer, ça va asseoir ton assiette énergétique. Oui, mais là, c'est encore... Tu ne vas pas acheter ça du jour au lendemain, mais c'est extrêmement important que les individus apprennent à prendre. Finalement, le livre n'est pas bon. Il y a du monde, évidemment, le livre est emballé dans du cellophane, fait que tu ne le sais pas trop. Tu le déchires, le cellophane. Ah, mais là, ils vont me regarder. Oui, ils vont te regarder. Bon. Tu le déchires. Tu vas voir la caisse, tu dis, j'aimerais ça l'ouvrir. Ils vont te l'ouvrir. S'ils ne veulent pas te l'ouvrir, tu vas dans une librairie où ils vont te l'ouvrir. Ce n'est pas une raison de dépenser ton argent. C'est pour ça que l'humain doit être intelligent pour avoir la tête sur ses épaules. Ah, sur le cou, puis le cou sur ses épaules. Non, c'est vrai, parce que les Québécois ont la tête. La tête sur les épaules. La tête sur leur cou, puis le cou sur les épaules. L'humain, ça avance tellement vite, on peut réellement aller vite. Puis l'humain, il est là, assis sur sa chaise roulante, là, les freins mis au maximum, là, puis il essaye d'avancer avec ses pieds, puis il aimerait que ça aille vite. Là, il dit, débarre tes freins. Ouais, mais je débarre mes freins, là, d'un coup, ça part. C'est ça qu'on veut. Hein? Tu veux. Fait que tire moins, puis débarre tes freins. Ça va partir moins vite. Tu pourras les remettre, les freins, en allant. On est intelligent. Mais, la première fois que j'ai fait du ski, je me rappelle, j'ai mis mes skis. J'avais déjà un départ. J'ai patiné jusqu'à l'endroit où il y a des bancs. Puis c'était la nuit. Alors, je regarde les bancs monter, puis là, j'attends. Puis, à un moment donné, bang, il me ramasse, me fait faucher par un banc qui s'en venait, je ne l'avais pas vu. Je n'avais vu un qui s'en venait, mais je n'avais pas vu celui qui était en arrière de moi. Alors, je me retrouve assis, les skis tout croche travers, puis là, ça se met à monter. Là, tout le temps que tu montes, tout le temps de gelé comme il faut, fais ça fois. Tu arrives en haut, tu es gelé comme une crotte, puis là, rendu en haut, une question fondamentale, comment on débarque. Bon. Puis là, je vois le monde en avant qui saute de leur banc, mais ça descend en ski. Là, moi, je saute, je descends, je m'écroule, et puis je me relève.
Et puis là, je constate qu'il y a juste les pistes intermédiaires et d'experts qui sont ouvertes. Alors, par laquelle je descends, intermédiaire, c'est évident, je suis assez brillant pour savoir qu'expert, c'est pas moi, puis intermédiaire, c'est pas moi non plus, mais il y a juste ça d'ouvert. Alors, je commence à descendre une piste en chasse-neige, tu sais, puis à un moment donné, ben là, il y avait une montagne de neige en avant, j'ai ôté mes skis, et puis j'ai contourné, parce qu'à force de chasser de la neige, tu comprends? Puis là, je commence, j'approche un peu, puis là, ce que j'aimais pas, c'est qu'on ne voyait pas où j'allais, tu sais, ça descendait trop vite. Intermédiaire, certain. Fait que là, les skis sur l'épaule, je m'avance du bord de la petite colline pour voir où ça descend, puis là, je vois qu'il y a une autre colline, puis on voit toujours pas où ça mène. Puis là, j'ai remonté la côte à pied, avec mes skis, il y a du monde qui passait, vroom, vroom, vroom. Et puis, ben c'est ça, il faut être capable de se risquer, jusqu'à un certain point. Et puis après ça, il faut être capable de ne pas penser. Ben, les gens riaient. Il y en a qui passaient proche, eux autres, je les aurais tapés. Je faisais exprès, mais ceux qui riaient, c'était pas grave. Là, j'ai remonté jusqu'en haut. Puis là, j'ai essayé de trouver une intermédiaire que je pourrais me permettre. Finalement, je l'ai pris une. Je l'ai skié la moitié. Puis je l'ai déboulé l'autre moitié. Puis c'est impeccable. Je suis remonté en haut, puis je l'ai recommencé, puis etc. Bon. C'était bien. J'avais beaucoup de neige dans le chandail. C'est un risque, mais calculé, il faut que... Il faut absolument être capable d'y aller, de s'essayer, de se plaire, de s'amuser. Quand j'allais trop vite, parce qu'à un moment donné, là, j'avais des égrégores de personnes qui avaient des problèmes. Alors, j'allais très vite, ça tournait, puis à un moment donné, à chaque fois que ça tournait, tu te dis, ça a été bien difficile ce coup-là. Tu vas plus vite. Puis le prochain coup, t'essayes, ça tourne à terme, ça t'a pris pas mal plus long. Fait qu'à un moment donné, ben là, je me jette à terre. Et moi, je m'amuse, mais tu te jettes à terre comme quelqu'un qui se jette à terre, pas comme quelqu'un qui tombe. Bon, puis philosophiquement, là, je roule, là, pour ça, tu marches, tu ramasses tes skis, tu remets tes skis, puis 3-4 virages plus loin, tu roules, tu ramasses tes skis, jusqu'en bas. Bon. Non, mais rouler, ça garde ça. Oui, mais le risque... à un moment donné, j'étais avec un médecin, on est allé dans un manège de la ronde, on a marqué dans un amancheux, là, ça se promène sur des montagnes russes, là, des montagnes américaines. Là, ça fait des loopings là-dedans, un truc amusant. Et puis, le premier tour qu'on a fait ensemble, c'était parfait, puis lui, il avait eu peur tout le long. Le deuxième tour, je lui ai dit simplement qu'il fallait absolument qu'il s'imagine que les personnes assises dans un petit wagon d'en avant, c'était des petits hosties, puis que lui voulait absolument les rattraper pour donner une bonne claque derrière la tête. Fait qu'on est reparti, là, puis là, j'étais, voilà, rattrape-les, dépasse-les. Mais là, ça tournait de n'importe quelle façon, ça allait jamais assez vite, aucun mal de cœur, aucune angoisse, rien, t'es là, puis tu pilotes, t'es totalement maître de tout au complet, assez que ça devient intéressant parce que quand tu le fais réellement, tu ne tournes pas, tu restes toujours droit, puis c'est la planète au complet qui tourne, tout se promène au complet, tout bouge autour de toi, tout est totalement stable, bien correct, il y a la gravité, tu sens rien, tout est parfait, tu vas juste trop lentement. Tu n'arrives pas à rattraper l'autre en avant. Bon. L'humain doit vivre d'une façon totalement différente tous les exercices qu'il essaye dans la vie. S'acheter le livre qu'il faut, s'acheter ceci, s'acheter, les gens vont se dire, c'est vrai, je mérite ça, j'ai besoin d'acheter une petite gâterie. Mais c'est pas ça. C'est énergétiquement. On doit être capable d'investir son argent puis de le perdre. On le fait avec sa vie sans arrêt. Vous allez voir un film, la majorité se disent, ouais, je ne sais pas s'il va être bon, tu sais, parce que les crimes, c'est rendu cher. L'heure et demie que vous allez passer au cinéma, vous n'avez rien à foutre. Mais le 7 piastres ou 8 piastres, vous allez payer, ça c'est grave en maudit. Tout est basé là-dessus. Et ça devient niaiseux. On n'est pas capable de se comprendre, puis aujourd'hui, même les séminaristes, même quand on le sait, c'est le temps. Tu mets, par exemple, 150 $, 200 $ ou 1000 $ pour, disons, un séminaire d'une demi-journée. C'est cher en maudit, 1000 $, hey, ça fait de l'heure. C'est pas ça l'idée. Si ça te sauve 20 mois de ta vie, hein? Mais l'humain calcule jamais. Le temps de sa vie, ça, c'est jamais compté. C'est toujours le fric. Parce que c'est une habitude, évidemment, capitaliste de compter le fric. On doit être capable de s'arranger pour astralement ne pas être dissociable des mécaniques de manipulation. C'est-à-dire qu'on doit s'arranger pour matériellement ne jamais être dans une situation de dette. Et quand je parle de dette, je ne parle pas des dettes permises,
C'est sûr qu'il faut les éliminer le plus rapidement possible. Autrement dit, on doit s'arranger pour être capable de ne plus acheter d'automobile à crédit ou de maison à crédit. On devrait payer comptant. Sauf que si on achète une automobile à crédit, dans le cadre des stratégies financières, l'Astral a de la difficulté à rentrer là-dedans. Mais quand on commence à acheter une automobile à crédit, par exemple, on a une automobile de 4 000 tu t'empruntes 4 000, tu mets ça sur 5 ans, puis après 3 ans, tu renégocies ton prêt, c'est un autre 5 ans. Là, tu commences à être dans l'endettement parce qu'il n'y a personne qui va faire ça. Bon, acheter une maison, c'est la même chose au niveau de tes finances. Quand c'est dans les stratégies convenables, correctes, les stratégies financières, il n'y a pas de danger. Bon, il n'y a pas de danger, mais il y a un danger dans l'arrivée, il y a du danger. On doit s'arranger pour éviter ça. Sauf que l'être humain a de la grande difficulté à mettre son temps, à mettre son énergie pour consolider ses assiettes énergétiques ou consolider une assiette collective énergétique parce qu'il a... Ben, premièrement, ça serait trop bon pour lui. Bon, alors en partant, il y a des entités, il y a des mécaniques qui viennent lui dire simplement qu'il ne devrait pas toucher à ça. Bon, aller suivre un cours de yoga, ouais, mais c'est quand même cher, Aller suivre un cours de n'importe quoi. Les gens en ont une phobie. Les jeunes étudient pour aller à l'école. Bon, ils étudient pour aller à l'école, étudient à l'école. Et puis, on commence pas leur en mettre. Là, on leur demande de payer. Puis c'est la crise. Un spectacle, de la bière, pas de problème. Payer pour aller étudier de façon à ce que je puisse me faire une vie plus tard. Sont-ils écœurants? Mais aller pour une bière, un spectacle, une automobile... Quand j'allais au cégep, moi j'allais en autobus. Et puis... c'est un éto, t'es croisé plein de monde là-dedans. C'est un autobus. Là, je débarquais en faire du cégep, puis la moitié des étudiants du collège où allaient, collège pauvre, arrivaient avec leur automobile. Aujourd'hui, c'est encore comme ça. Alors, les étudiants payer pour quelque chose qui peut être utile, ça, pas question. Pour te distraire, ça fonctionne, puis pour t'anéantir, ça fonctionne. Puis ça, il faut que les séminaristes comprennent qu'ils doivent cesser d'investir leur argent là où ça ne mène pas, puis on doit être capable d'avoir des capitales de risque en termes d'énergie, en termes de temps, puis en termes de moments, en termes d'événements. Finalement, ça fait partie de s'aimer, c'est de mettre son énergie pour soi et non pas pour l'ego. Oui, parce que tu es un visiteur. De toute façon, tu mets ton argent en banque à 6 d'intérêt, puis le taux d'inflation est à 7, 7,5. Donc, tu perds 1,5 à 1 de richesse par année. Bon, et tu es en sécurité. Hein? Les petits écureuils qui ramassent tout le temps, quand ils viennent manger leurs noix, les noix sont pourries. Bon, il faut absolument, puis le temps, c'est la même chose. Le temps, c'est pas de voir quand je vais prendre ma retraite, m'envoie du temps. Le temps qu'on met en banque, c'est un temps que tu récupéreras jamais. T'sais, tu peux le stocker en banque, donc je n'utilise pas, mais il ne sera pas utilisable. Parce que c'est perdu. L'humain doit être capable de se rendre compte qu'il est un visiteur. Alors, je ramasse un peu d'argent, je suis ici au 20e siècle, donc dans une époque très... En tout cas, et puis, je dois m'en servir pour ramasser des outils. Si on est tous catapultés, par exemple, au 14e siècle, puis on a tous une montre en or, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas vivre, là. On n'a pas d'argent, on n'a rien. On va peut-être s'arranger pour aller vendre, disons, c'est pas des monstres, des bracelets, pas les faire paniquer trop, là. Un bracelet, là, où le monde ne fonctionne pas, tu sais. Et puis là, tu t'en vas, là, bon, ben là, on va ramasser nos montres en or, puis on va aller se chercher des écus. Là, est-ce que vous pensez que si on serait tous pris au 14e siècle, il y en aurait plusieurs parmi vous qui diriez « Ouais, mais là, moi, ma bague, ma montre, mon collier, je l'aime bien, tu sais, on a le tien, t'en as deux, là. » Donc, au 14e siècle, là, il faut qu'on se niaise, puis vite, hein. Ça commence à s'organiser. Je vous jure, moi, que si c'est, par exemple, n'importe qui de la salle ici, qui dit, bon, écoutez, donnez-moi-les, là, je vais mettre ça dans un panier, puis m'aller faire une transaction. Il n'y a personne qui va réellement penser qu'il va se faire voler. Maintenant, nous, on peut dire, écoute, toi, tu ne nous voleras pas, mais si tu fais attaquer en cours de route, c'est un problème. Fait qu'on va diviser, on ne connaît pas l'humain de l'époque. On le connaît trop. Il est comme nous autres. Bon. Mais les personnes vont investir là au maximum comme si c'était urgent et important. Parce que les priorités, dans ce cas-là, sont claires. Sont aussi claires ça devrait être aussi clair que maintenant. Pour nos égos, sont moins clairs. Pour nos égos, c'est moins clair aujourd'hui, nos priorités. Parce qu'on est confortable. Parce que c'est évolué au 20e siècle. Donc, le 20e siècle ne dérange plus, il traumatise moins, il traumatise encore. À chaque fois qu'il y a une entité de phénomène du futur qui vient, ça te traumatise un petit peu. Mais c'est jamais une priorité. Alors, par exemple,
on se rend compte des aliments qu'ils mangent, on se rend compte qu'ils ne se lavent jamais, on se rend compte d'un paquet de choses. Qu'est-ce qu'on va se dire? On ne peut pas manger ça. La viande, il accroche, puis quand elle est assez pourrie qu'elle tombe à terre, ils disent qu'elle est prête. Ils appellent ça faisandé. Des vers dedans, des protéines. Mais bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'arranger vite en maudit pour se trouver des aliments ailleurs. Alors qu'aujourd'hui, on mange des affaires qui n'ont aucun sens, même chose, mais on est habitué maintenant. Alors, mangeant la viande faisandée pendant 2-3 ans, après ça, tu ne comprendras pas. Et lui qui vient d'arriver, pourquoi il veut absolument trouver quelque chose de mieux, tu ne comprendras pas. Tu vas t'adapter. Et c'est ce qui arrive présentement, on est des êtres adaptés, donc des êtres morts, des êtres gelés. Tu es en visite, tout l'argent que tu as pensé ramasser, que tu n'as plus, a-t-elle été investi à la bonne place, puis le temps, c'est la même chose. De toute façon, on ne partira pas avec l'argent. Non. Alors, tout aussi bien de faire quelque chose avec. Mais tant que tu te laisses mener par la vie, tu n'es pas dedans, il faut que tu mènes ta vie. Il faut que tu mènes la vie, donc il faut que tu connaisses toutes les mécaniques pour ne pas te faire ramasser astralement. Ça veut dire qu'il faut que tu t'arranges pour avoir une santé le plus équilibrée possible. Pas une santé parfaite, tu ne peux pas pour l'instant. Une santé équilibrée, tu as encore des goûts, tu ne peux pas avoir une santé parfaite. Une santé équilibrée, dans le contexte actuel d'une santé équilibrée. Il faut que tu puisses t'arranger pour avoir un budget équilibré, en ce sens que, en termes de survie, puis en termes de conserver certains acquis intelligents, il me faut tant d'argent qui va rentrer. Donc, je m'arrange pour être sûr que ça va rentrer. L'excédent, j'en mets un peu de côté pour les au cas où, ce qui est stratégique, mais de temps en temps, je prends du au cas où parce que je vais m'acheter ça, je me paye une vacance, ou je me paye un cours, ou je me paye un massage, parce que c'est correct dans ma structure. Mais je ne passe pas mon temps à me dire, oui, mais c'est cher en tabarnouche, tu sais, tu vas flotter une heure dans un bain flottant, et tu charges 35$. Tu sais, 35$. 35$, ça faut bouger peut-être. 35$. On ne doit plus calculer comme ça. On doit regarder, veux-tu y aller ou pas? Oui, bien vas-y. C'est que notre seul point de référence, ça devrait être, par rapport à notre conscientisation, qu'est-ce que ça rapporte? L'argent va rentrer automatiquement. C'est sûr, veux-tu y aller? Oui, bien vas-y, bien j'ai pas d'argent, on va l'emprunter, c'est pas ça. Là, tu retombes dans un piège astral. On n'est pas encore dans une assiette énergétique pour ne pas se faire ramasser financièrement par l'astral ou temporellement par l'astral. Donc, on s'arrange pour se maintenir un laps de temps, un laps d'argent. Mais à un moment donné, tu as l'argent et tu ne le fais pas. Et ça devient totalement idiot. Ah, mais on ne fait pas tout le temps, on est manipulé, on ne fait pas ce qu'on veut, on va pas... Je le sais, parce que tu es charrié par les entités. Oui, les entités qui viennent te charrier plus ta programmation. Mais ce que je dis là est important, pourquoi? Parce que ça permet de reprogrammer. Ça parfait des programmations où l'humain doit de plus en plus comprendre qu'il doit effectivement se servir de sa vie pour aller mener ce qu'il a à faire. Bon, il doit cesser de transpirer, puis s'il transpire, qu'il transpire, mais l'humain doit mener son monde. Il y a des individus qui se risquent tantinet, 2 secondes après, ils se désistent. Bon, puis ils le savent, puis ils sont dans des dissonances cognitives, puis ils sont malheureux, puis là, ils mijotent, puis là, il faut mettre fin à tout ça au complet. Je le sais, il y a des entités, on va en reparler, c'est le prochain PMC+. Je ne vais pas toucher présentement, c'est trop long. Il y a tout un amalgame de ces choses-là. Mais même si tu connais le nom des entités, etc., s'il n'y a pas la vibration chez toi, qu'effectivement tu vas avancer vers en avant, pas vers en arrière, par en avant, tout le reste complet devient de l'information universitaire. Bon, tu vas être un érudit, c'est intéressant. Mais il faut que l'humain, au départ, veuille avancer par en avant. Je veux effectivement faire les choses que je vibre, mais je ne peux pas. Mais au moins, si tu veux faire les choses que tu veux, on va te donner les outils pour que tu puisses les faire. Mais au départ, il faut que tu puisses goûter cette vibration-là. Ça ne sert absolument à rien d'aller chercher ces outils-là sans ça. D'ailleurs, il y a même un moment donné où il va absolument falloir, ça va être sine qua non, il y a des outils extrêmement importants qui s'en viennent. Des outils qui vont être, que je vais communiquer. Et ces outils-là ne pourront pas être communiqués à l'ensemble des gens. Pourquoi? Parce que ça devient de l'information encore au niveau de l'érudition. Et les individus, lorsqu'ils le sauront, ne pourront pas l'appliquer. J'ai déjà expliqué souvent que de temps en temps, c'est extraordinairement primordial de répéter des choses, parce qu'on le sait déjà, mais on ne l'applique pas. Pourquoi? Parce qu'il faut le répéter pour en haut, pour reprogrammer des structures de façon à ce qu'à un moment donné, vous puissiez couler là-dedans, donc le faire sans problème. Mais les égos se disent, ouais, mais ça, je le sais, je le sais répéter, puis les gens ne le font pas. Je le sais, c'est à un certain niveau, je le sais, jusqu'à temps que là oui. Je le sais, puis... Là, exactement, comme il faut 25 livres de cesse de crier. Bon, quand je mets une livre, cesse de crier, ben tu le sais. Et quand je mets une deuxième livre, ah, mais ça, je le sais déjà. C'est pas pour que tu le saches. C'est 25 livres. Il en reste encore 23 à mettre.
Fait qu'on va répéter une 3e fois, on va le répéter une 20e fois, on va répéter une 24e fois. On le sait qu'on le sait. C'est pas pour le savoir. Et ça, il faut que l'humain comprenne ces maudites mécaniques-là. Souvent, je suis avec des amis qui sont plus jeunes, puis quand je leur répète encore, eux sont capables de comprendre. Je leur dis, c'est pas... je sais que tu le sais. Je le redis, il faut continuer à le mettre en haut. C'est bien correct, bien correct. Mais c'est ça. Mais ça, il faut que tout le monde puisse le faire. Et on ne le fait pas. C'est pas une question, je répète parce que tu n'as pas compris. On doit continuer. Puis l'humain a des problèmes. Les prochains outils qui vont être amenés, il y a des outils là-dedans qui ne pourront être donnés qu'à des individus dans certaines assiettes énergétiques. Parce que sans cela, c'est mal utilisé, c'est utilisé contre ou à mauvais escient. Et quand c'est le temps de l'employer, la personne, elle ne veut pas. Mais il faut les individus justement corrects pour supporter l'assiette. Elle ne veut pas pouvoir. Il faut les individus à ce niveau, au niveau de l'assiette énergétique pour supporter l'assiette, sinon elle va descendre ou ça ne marchera pas. Ou... Présentement et tout le temps, l'être humain qui se conscientise, vous savez-vous à quelle vitesse vous avancez? Vous avancez beaucoup plus vite que l'humanité. Donc, nécessairement, vous devez changer d'assiette énergétique beaucoup plus souvent. L'humain veut faire ça une fois dans sa vie, une fois par 2 vies, 2, 3 fois dans sa vie, dans certains cas. L'être humain qui se conscientise peut être obligé de le faire une fois par année, une fois par 8 mois, une fois par 6 mois, 2, 3 fois, après ça, une fois par année, par 2 ans, après ça, on revient, et beaucoup plus fréquemment. Son vêtement plus fréquemment. Bon, il faut avoir l'argent. Mais l'idée n'est pas question d'avoir de l'argent, l'idée c'est de s'arranger pour vivre dans une énergie particulière où on va appliquer l'assiette énergétique, donc appliquer les mécaniques que l'on doit appliquer pour être capable de la vivre. Et les choses se placent pour que l'humain puisse changer d'assiette puis confortabiliser son assiette. Mais quand l'humain il va avec un seul crayon puis garde l'autre juste au cas, il n'a pas saisi. Si tu n'as pas assez de crayons pour en donner, c'est pas le temps. Et si tu en as suffisamment, donne-les. Si tu n'en restes plus après être juste ton strict minimum, t'es correct. On a vécu combien de fois avec le strict minimum? Il ne faut pas être endetté.